Donc, je disais merci énormément de nous avoir rejoints sur ces panels, d'avoir disponibilisé votre temps pour partager votre savoir à ces publics qui sont là. Donc, si vous pouvez, on peut faire la ronde de micro et faire une présentation, bref, en maxi 2 minutes. J'ai juste donné les titres, on a besoin vraiment de savoir exactement qu'est-ce que vous faites, dans quoi vous êtes et pourquoi vous êtes là. Alors bonjour à tous, je suis Gaëtan Soltès, je dirige Silicon Connect. Nous sommes un opérateur d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à offrir nos services aux particuliers, mais plutôt aux autres opérateurs eux-mêmes, ainsi qu'à quelques grandes sociétés. L'opérateur d'infrastructure Silicon Connect donc construit et opère les backbones de fibre optique en République du Congo. Et si je dois savoir, donc, ça fait combien d'années que vous êtes dans Silicon Connect? C'est la 5e année. Wow. Ok. On veut passer le micro au prochain, s'il vous plaît. Merci bien. Je suis donc Cyriaque Didier Kouman, directeur général ACE Gabon. ACE Gabon, African Coast to Europe, il porte le nom du câble sous-marin, donc c'est un opérateur d'opérateurs. Nous vendons nos services aux opérateurs télécoms. Et nous sommes spécialisés dans la gestion de la fibre optique, donc les capacités Internet. En général, dans le jargon, on parle donc de wholesale capacity. Et donc, nous sommes un opérateur gabonais. Nous existons depuis 10 ans, depuis donc, la création la construction de ce câble sous-marin, on va dire le 3e câble du pays. Il faut ajouter également que notre arrivée a permis donc de contribuer à la baisse des coûts et au renforcement donc de la qualité de service. Voilà ce que je peux dire à ce niveau par rapport à CE Gabon. Sinon, vous opérez seulement au Gabon ou bien vous êtes étendu sur toute l'Afrique? Sur toute l'Afrique, nous sommes copropriétaires d'un câble sous-marin qui va de Penmark en France jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Nous avons à peu près plus de 30 points, 24 points d'atterrissement en Afrique. Donc nous pouvons transporter un opérateur dans toute la côte africaine et en Europe comme en Afrique du Sud. Et bien sûr qu'avec des partenariats, nous pouvons les conduire jusqu'en Amérique. Et nous avons des clients que nous livrons sur le continent africain comme sur le continent européen. Donc nous sommes, comme on dit dans le jargon, un carrière international. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour s'étendre en fait en dehors du Gabon? Alors déjà, il faut se dire, on est d'abord des opérateurs de la sous-région. Nous devions d'abord pouvoir donc rendre service aux utilisateurs de la sous-région. Donc les principales difficultés, c'est déjà le déploiement du réseau terrestre pour permettre les interconnexions. Mais on ne va pas pleurer parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des acquis. Il y a des interconnexions au niveau de l'Afrique centrale, on va dire avec le Congo, le Cameroun, la Guinée équatoriale. Et ce qui reste à faire, c'est d'établir des partenariats pour permettre la fluidité et surtout de renforcer le trafic dans la sous-région. Donc, je laisse la parole à Monsieur Djibril Topé, directeur de RTL Congo. Non, Christian. Christian, vous prenez la place de Monsieur Djibril? Non, je suis DG de Mobile Money Congo. Okay, RTL, c'est mon compétiteur, mais bon, tant mieux, ils ne sont pas là. Christian Kajeneri, DG de Mobile Money, une filiale de MTN. On est un service de paiement. On intègre avec les banques. On fait du retrait et dépôt. Je pense que c'est le service le plus fameux. Mais on fait aussi paiement avec MomoPay ou payer avec Momo, qui est un remplacement de TPE. Et on fait aussi des transferts à l'étranger. MTN est présent dans plus de 23 pays, la plus grande plateforme de paiement en Afrique, qui est évaluée
à plus de 5 millions de dollars ou milliards, je pense. Et il y a tant d'autres services. L'idée est de construire des unicornes en termes de digitalisation et inclusion financière, qui veut dire agriculture, assurance et tout comme ça. Surtout les services qui contribuent dans le bottom of the pyramid de l'économie en Afrique. On est là, ça fait une dizaine d'années, mais en tant que filiale indépendante, ça fait 2 ans, on est à notre 3e année. Voilà, merci. Merci, Monsieur Christian. Et j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux, il faut le dire. Pour ne pas citer, excusez-moi déjà d'avoir cité la concurrence. Alors, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à ce que les autres font? C'est quoi c'est que vous apportez de plus, au fait? Il y a plusieurs réseaux, mais il n'y a qu'un seul réseau charismatique. C'est le réseau de MTN. Il faut... on a une présence forte de plus de 90% en termes de paiement. Quelle est notre particularité? On prend les plus vulnérables en termes de paiement, on fait l'inclusion financière de tout ce que les banques laissent derrière. C'est vrai, on a une partie corporate en termes de services, mais notre focus est plus des prix affordables, simplicité de paiement, mais une inclusion financière, parce qu'aujourd'hui, avec une carte SIM, on a un compte bancaire qui est limité à un petit montant, mais on réalise que plus de 90% de notre base de données, ce sont ceux qui n'ont pas de compte bancaire. Voilà un peu ce qu'on fait. Merci. Je pense que vous pouvez applaudir nos 3 intervenants. J'ai plusieurs questions qui viennent de mes internautes. Je dois le lire pour chacun de vous. À moins que M. Gaëtan ait quelque chose à ajouter. Oui, j'aimerais profiter d'être ici Oui. pour faire peut-être une présentation, pas individuelle, mais plutôt du panel. Parce que bon, c'est dommage que les deux autres opérateurs ne soient pas représentés. Il existe une hiérarchie au niveau des opérateurs et de ce qu'on fait. Et j'aimerais juste vous en parler en quelques instants. Vous avez les opérateurs qui sont donc les carrières internationaux, c'est-à-dire les consortiums de câbles sous-marins. Ce sont les gens qui amènent les câbles de fibre optique sur des très longues distances entre les pays et entre les continents. Ça, ce sont vraiment les gens qui transportent l'Internet dans les très gros volumes. ACE, malheureusement, n'est pas présent directement au Congo. Nous, on a d'autres câbles sous-marins ici. On a le câble WAX, on a le câble Tout Africa également. Mais ACE et puis d'autres câbles sont présents ailleurs en Afrique. Donc, ça, ce sont, on va dire, les transporteurs fondamentaux de l'Internet. Et ce sont vraiment, eux, les vrais opérateurs de l'infrastructure d'Internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 99% de l'Internet mondial passe par les câbles sous-marins tels ACE et tels les autres que j'ai cités. Ensuite, vous avez les opérateurs de réseaux backbone, c'est-à-dire de réseaux de très haute vitesse de transmission, tels Silicon Connect. Nous sommes les opérateurs d'infrastructure. Et les opérateurs d'infrastructure terrestres, nous prenons les capacités qui arrivent de la mer, des câbles sous-marins, et nous les transportons à travers tout le pays pour le compte des autres opérateurs et de grandes sociétés. Ensuite, Congo Télécom, par exemple, ici, qui était invité mais qui n'a pas répondu présent à votre invitation, ça c'est un opérateur, on va dire, ce qu'on appelle un fournisseur d'accès à Internet. C'est un opérateur grand public qui a la vocation de couvrir le nombre le plus large possible de ménages congolais, d'accord, que ça aille du particulier avec l'abonnement à 15 000 à la petite, moyenne et même à la grande entreprise, d'accord. Et ces gens-là, donc, ils ont également leur propre réseau et ils bénéficient également des réseaux des opérateurs terrestres de gros, par exemple de celui de Silicon Connect pour se déployer dans certaines zones. Donc ça, c'est dans les hiérarchies déjà les numéros 3.
Au-dessus des opérateurs fixes, qui sont donc Silicon Connect et Congo Telecom, mais également Canal Box ici au Congo, pour les citer, ainsi que Rofa Network, il y en a d'autres. Vous avez les opérateurs de téléphonie mobile. Donc on avait RTL qui était invité, pareil, qui sont malheureusement pas représentés, mais donc RTL bénéficie quelque part du transport de l'ensemble des opérateurs de la chaîne, donc les transports des capacités arrivent du cap sous-marin, transitent par les réseaux terrestres et puis arrivent chez l'opérateur mobile. L'opérateur mobile, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il émet les ondes radio qui permettent d'avoir la 4G sur l'ensemble de vos téléphones aujourd'hui. Et finalement, les opérateurs mobiles eux-mêmes ont créé des entités financières qui sont Mobile Money, qui sont les services donc de banques, d'assurance, qui sont donc des produits digitaux basés sur les infrastructures de l'opérateur mobile. Donc vous voyez, il y a cette hiérarchie. Et je crois que la composition de notre panel était pas mal parce qu'on était 5 ici et on a un opérateur de chaque couche de la hiérarchie. Vous avez ici l'opérateur sous-marin, vous avez ici l'opérateur terrestre, ensuite il manque l'opérateur grand public, fournisseur d'accès Internet, il manque aussi l'opérateur mobile, et finalement tout en haut de la chaîne de valeur, vous avez l'opérateur des produits bancaires, donc le mobile money. Voilà. C'était juste une petite clarification pour l'audience, pour comprendre un petit peu qui nous sommes. Parce que j'imagine que tout à l'heure vous allez avoir des questions, et on ne va pas tous répondre à vos questions de la même manière en fonction de ce qu'on fait. Moi, je vais vous parler beaucoup d'infrastructures. Le terrestre, ça demande de mettre du câble dans du génie civil ou d'accrocher du câble sur des pylônes. Le sous-marin va demander des bateaux, des navires câbliers, des infrastructures d'atterrage à la mer, des choses comme ça. Une fois qu'on va parler ensuite du cloud, de l'IA, là, on sera beaucoup plus du côté des mobile money et des fournisseurs de services, on va dire évolués du spectre du digital. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gaëtan. Si vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Dans un monde où l'intelligence artificielle, le cloud et d'autres technologies avancées redéfinissent les paradigmes de la télécommunication, il est donc crucial d'examiner comment les opérateurs adaptent leur stratégie pour rester compétitifs et répondre aux besoins des nouvelles attentes des clients. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce panel de discussion. Là, nous allons passer à la séance questions. Comme je disais, j'ai des internautes qui m'ont écrit, qui ont posé des questions pour nos intervenants. Et si vous pouvez me permettre de le lire, nous sommes dans un événement technologique, donc c'est pas mauvais de tenir son téléphone ou sa tablette pour poser des questions. Comme je ne peux pas tous le retenir, IA est aujourd'hui là pour nous aider, nous rendre la tâche facile. Donc, si je dois commencer avec Monsieur Christian, comment votre compagnie utilise-t-il de technologies avancées pour améliorer la qualité et la couverture des services mobiles? Merci. On n'utilise pas précisément l'IA ou l'intelligence artificielle. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas que l'intelligence artificielle a existé bien avant que beaucoup d'entre nous qui sont dans cette salle soient nés. Je me rappelle en 1990, il y avait un film en RDC à Kinshasa qu'on suivait qui s'appelait Michael Need, une voiture qui parlait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Et qui avait un siège éjectant et tout comme ça, ou des gens qui connaissent XOR, des montres qui parlaient. C'est les années 80, 90, et les gens n'ont jamais réalisé que ça c'était l'IA qui commençait. L'IA, c'est l'intelligence artificielle où tu programmes, tu as un script et tu prépares ou tu fais des prédictions. Ce qu'on fait, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur les fraudeurs, n'est-ce pas? Les gens qui volent l'argent, ils appellent. C'est qu'on a dans les systèmes, on a une solution par exemple qui s'appelle SAS, qui fait des prédictions des comportements inhabituels en termes de fraude. Donc on crée un script qui détecte bien avant, on s'est dit, tel ou tel client fait des transactions normales, une moyenne de 5 ou 10 transactions
normal. Mais quand ça arrive à 20, on a une signalisation ou une notification et on peut prendre des décisions. L'IA, c'est plus une imitation humaine qui est plus interactive, disons un modèle avancé, et on l'utilise déjà. À titre personnel, j'aime bien jouer. Aujourd'hui, quand on parle de IA, la nouvelle génération pense à ChatGPT. J'aime bien jouer avec une version payante où je demande souvent à ChatGPT, voilà mes performances de Momo Pays. Que penses-tu de avril, mai, juin? Où est-ce que je serai en décembre? Vous ne pouvez pas imaginer les niveaux de précision que ces engins ou plateformes artificielles te donnent. Parce que de fois, je fais ça et je compare avec mon BI. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Fred est là? Non? Alors, j'aime bien jouer et comparer son opinion et la nôtre. Mais ce sont des tools que je pense, si on peut gérer les informations qu'on donne à ces plateformes, surtout avec la confidentialité, qui sont très utiles pour la détection des fraudes, la prévention avec conformité du régulateur, mais même projection en termes d'inclusion financière, en termes de revenus, en termes de services, en termes de bases de données. Je pense que notre région sud-saharienne en a besoin avec notre compétiteur qui est le cash que les services bancaires, qui sont plus nos partenaires que compétiteurs. Merci. Et si je peux directement entamer une deuxième question, avant de passer à M. Gaëtan, par rapport à votre réponse, donc quels sont les défis spécifiques d'un opérateur historique dans la transition vers la technologie Include IA? Si je peux répéter, quels sont les défis spécifiques d'un opérateur historique dans la transition vers les technologies cloud et IA, puisque tout à l'heure, vous venez de dire que vous ne travaillez pas avec ces technologies, au fait. Pas encore. De manière formelle, disons. J'aime blaguer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu les téléphones Télécell. Ils avaient des engins qui avaient presque la taille de mon bras et qui chargeaient que 30 minutes. Le plus grand défi qu'on a, c'est la transition mindset, la mentalité. On quitte, le télécom a eu son boom les années 90 et maintenant il est sur son déclin et tout le monde va vers tech. On les appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft et tout consort. Il y a d'autres qui naissent chaque jour. On dit qu'aujourd'hui, TikTok a une plus grande valuation en termes de chiffres et d'abonnés. Je suivais une vidéo ce matin où un papa demandait à sa fille de 3 ans pourquoi BlackBerry a échoué devant Apple. Et la fille répond, manque d'innovation. Pourquoi Blockstar, ou je ne me rappelle plus du nom, a échoué devant Netflix? Manque d'adaptabilité. Et il donnait la liste de beaucoup d'innovations. Le problème qu'on peut avoir, que je ne pense pas qu'on a, c'est que les gens restent conservateurs dans leur zone de confort où la 2G leur donnait certains revenus, mais ils oublient qu'on bouge maintenant vers OTT ou VoIP. Si vous voyez les déclins qu'on a aujourd'hui avec le service télécom, la voix et les SMS en drop. Et tout le monde utilise WhatsApp, les data, et c'est Voice over IP. Aujourd'hui, on est parmi les rares pays qui ont la 5G. D'ici là 5 ans, on en parlait même dans une des réunions, on doit avoir une stratégie sunset ou soleil couchant des 2G et 3G, parce que tu réalises que tu as 2G, 3G, 4G, 5G, et tu payes des spectrums au régulateur. Alors que tu as une forte pénétration de plus de 60% de téléphones smart. Maintenant, reste à savoir combien d'entre eux ont 3G, combien ont 4G,
Parce que quand tu as aussi beaucoup de réseaux, ça crée des interférences et ça affecte la qualité de ta voix. Alors, il faut que nous, en tant que service, qu'on puisse aller vers le tech, parce que sinon, tu vas voir que Google, ils ont déjà un service Google Fibre où ils vont venir entrer dans ton espace avec de Voice over IP et on est foutu. Alors, il y a une transition où les télécoms quittent de télécom vers tech, ou ce qu'on appelle Big Tech, donc vente des données et services Voice over IP, ou over Internet, et maintenant aussi la filiale, comme on en parle, paiement service, qui est vraiment un boom maintenant en Afrique et où on a un taux de pénétration bancaire qui est en dessous de 15%, 10%. Bref, c'est plus pour moi, c'est la mentalité et la préparation, mais en termes d'infrastructure, accès des données, accès des services, je pense qu'il y a assez pour grandir. Merci. Merci, Monsieur Christian, pour votre intervention. Si vous pouvez l'acclamer, s'il vous plaît. On va passer à Monsieur Didier. La première question. En quoi le projet de câble Medusa représente-t-il une opportunité stratégique pour l'Afrique centrale, le Gabon en particulier? Merci pour cette question sur Medusa, mais je voudrais compléter l'architecture. Déjà, je félicite le collègue qui est sur les services, mais qui s'est efforcé à vous parler un peu télécom également. Il faut dire, in fine, ce qui impacte la technologie ou l'utilisateur final dans la technologie, ce n'est pas tant les câbles ou les appareils, mais tous les services que nous offrons. Et c'est parce qu'il y a ces services que nous vivons derrière. Mais l'utilisateur ne voit que ces messages WhatsApp qu'il envoie. Il y a aujourd'hui les clouds, c'est tous ces services, y compris mobile money, c'est tous ces services-là qui impactent l'utilisateur, l'ensemble des personnes ici. Mais quand c'est une ou deux personnes qui utilisent, c'est bien. Mais de plus en plus, les services commencent à se développer, les politiques de digitalisation commencent à s'amplifier. Cela montre l'engouement et la prise de conscience donc de l'importance des technologies dans nos sociétés. On continue à parler de révolution. Je dis que c'est archaïque de parler de révolution aujourd'hui. On ne parle plus de révolution industrielle, c'est passé, mais pourtant tous les jours on innove. Aujourd'hui, les technologies sont déjà dans notre vie. Il faut les améliorer, améliorer leur qualité. On ne peut plus continuer à rester dans le discours de révolution révolutionnaire. Ça, c'est derrière nous. Aujourd'hui, on est dans l'innovation, dans l'amélioration de la qualité. Et les problèmes que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui, c'est d'avoir la bonne qualité pour utiliser ces services. Si vous deviez aller faire de l'intelligence artificielle ou du cloud, c'est qu'il faut aussi définir là-dessus, puisque c'est dans la thématique. Aujourd'hui, l'informatique, chacun avait son ordinateur, il hébergeait ses données et il avait son calcul sur place. Aujourd'hui, on héberge ces données à distance, on a la force de calcul à distance, on a que ce qu'on appelle les devices, simplement des postes de consultation pour utiliser ces services. Mais partir de chez soi et chez l'autre, on a besoin d'avoir des bonnes routes. Si les routes sont cabossées comme on le connaît, la circulation est difficile. Pour parcourir 1 kilomètre, il y en a qui vont vous mettre 2 heures, 3 heures parce qu'il y a des trous, il y a trop de problèmes. Et quand elle est bien goudronnée, on va vite. C'est le même principe. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voulons avoir des bonnes routes pour qu'on puisse, j'ai entendu que certains services n'ont pas de speed, nous voulons aller vite. Donc, pour consulter ces services en bout de chaîne, parce qu'en fine, c'est ça qui change nos vies, ce sont ces services-là. Ce matin, j'ai entendu, lorsqu'on parle de la digitalisation, c'est ça. Et donc, il faut ces routes-là. Et c'est en ce niveau-là que les opérateurs commencent à intervenir dans la construction donc, de ces routes. Et nous, on va dire le soubassement, parce que c'est le plus gros par les câbles sous-marins, même si aujourd'hui, il y a des solutions satellitaires qui s'annoncent et qui veulent écraser le câble sous-marin, mais je doute fort. Parce qu'à un certain niveau, ça reste quand même limité. Et vous allez voir que la croissance, elle est très importante en Afrique, tout simplement parce qu'on a beaucoup de services qui ne sont pas encore digitalisés. Et donc, les autres, ils ont un niveau de digitalisation où le niveau même de consommation de la capacité est élevé.
Et donc, les marges de croissance sont faibles. Or, chez nous, vous partez de zéro à atteindre un niveau important. Ça voudrait dire qu'on a des marges d'augmentation de la capacité, de demande en capacité importante chez nous. Et ça, il faut anticiper. Non seulement, il y a une autre infrastructure qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est celle-là, donc de ces centres d'hébergement de données, les fameux data centers. Et il y a beaucoup de types de data centers. Il y a d'autres qui sont donc des grands centres d'hébergement et d'interconnexion, donc les grands carrefours pour les opérateurs, ces types de data centers qu'on appelle carrière hôtel. Et nous avons besoin donc d'améliorer ces capacités. Et c'est dans ce sens que nous construisons ces routes terrestres ou maritimes. Mais il ne faut pas construire qu'une seule route, parce qu'il y a déjà un autre problème, c'est celui de la redondance. De la redondance. Et parfois même de la saturation qu'il faut régler. Donc, il faut multiplier ces routes, que ce soit sur le plan terrestre comme sur le plan maritime. Alors, si on chute tout de suite sur Medusa, il concourt à cette stratégie, à cette politique d'améliorer la qualité de service. Et comme vous savez également qu'à chaque fois que les années passent, les recherches évoluent et donc il y a des niveaux d'innovation. Le câble sous-marin qu'on avait, les premiers c'est SAT3. Les technologies qui ont milité pour avoir SAT3, ce n'est pas les technologies aujourd'hui. SAT3, lorsqu'on le lance, à la limite, on parle de quelques gigabits. Aujourd'hui, nous parlons de terabits. Lorsqu'on monte à ICE, le câble actuel, nous sommes à 20 terabits. On parle de Tout Africa qui est presque déjà à nos frontières, c'est déjà 180 terabits. Et je vous dis, Medusa, c'est 400 terabits. Donc, vous voyez les évolutions technologiques avec ces différents câbles. Mais l'impact réel, c'est ce que je vous dis, c'est de répondre à la demande en termes donc de capacité, donc en termes de vitesse d'accès à la consultation de nos données. Donc, c'est ça que Medusa va apporter en Afrique avec son réseau de déploiement et renforcer notre résilience technologique, voilà, en matière d'infrastructure. Merci, Monsieur Didier, si vous pouvez l'applaudir. Et merci énormément pour ce que vous faites pour l'Afrique au travers de Medusa. Donc, si je dois vous poser la deuxième question, toujours orientée vers la technologie, comment AC Gabon exploite-t-il les technologies avancées pour assurer la résilience et la sécurité des infrastructures sous-marines? Alors, utiliser les techniques avancées, je veux dire, c'est d'abord dans l'innovation que nous mettons, il en a parlé un peu, et nous avons un slogan chez nous au niveau de notre stratégie mise en place, c'est pour résister, il faut savoir quitter sa zone de confort. Et lorsqu'on quitte sa zone de confort, parfois on va vers l'inconnu, et on a souvent peur de l'inconnu, mais en réalité, le meilleur est à venir. L'impact ou l'utilisation des nouvelles technologies, elles sont naturelles en termes donc d'évolution au niveau donc de consortium. De la même manière que tout le monde digitalise ses process, nous les digitalisons et nous les anticipons avec les remontées d'alarme et les traitements de ces données en temps réel qui permettent donc d'anticiper sur la prise de décision. Et ce sont des choses que nous faisons à travers nos centres de supervision pour avoir une capacité d'analyse rapide de ces montées d'alarme, parce qu'il faut dire à notre niveau, c'est beaucoup plus les machines qui se parlent avec les machines. Merci, Monsieur Didier. J'ai retenu un message très captivant. Pour résister, il faut quitter sa zone de confort. Passons à Monsieur Gaëtan, si je vous permettez, pour poser l'une des questions qui me tient aussi à cœur, que j'ai beaucoup aimé aussi. Quelle innovation technologique Silicon Connect met-il en place pour accélérer les déploiements de la fibre en Afrique centrale? Bon. Mais il n'y a pas 36 manières de mettre la fibre dans la terre. À un moment donné, la fibre est là, la terre est là, il faut creuser. Alors on peut creuser de différentes façons. On pourrait parler un petit peu du génie civil.
Mais à la fin, c'est pas ça l'innovation en termes de fibre optique. Là où je pense la question est pertinente, c'est ce que permet de faire le réseau de fibre optique. Le réseau de fibre optique, ça va permettre de relier les data centers entre eux. Ceux qui hébergent, donc les fameux centres de données, ceux qui hébergent les serveurs, qui eux-mêmes sont le moteur de l'intelligence artificielle. D'accord? Ces serveurs-là sont des fermes de milliers, dizaines, centaines de milliers de machines qui échangent des quantités de données gigantesques entre elles à tout moment pour entraîner les modèles. Et donc, c'est cette diffusion, si vous voulez, de l'information qui permet aujourd'hui de rendre les services intelligents. À un moment donné, cette information, elle doit bien passer par quelque part. Elle ne peut pas passer par le satellite parce que c'est beaucoup trop lent, trop cher. Elle ne peut pas passer par les fréquences hertziennes parce qu'elles sont limitées également. Donc, elle passe forcément par les réseaux de fibre optique, terrestres en l'occurrence, au sein d'un pays, et avec les questions de gouvernance et de souveraineté de l'information qui y sont associées, et puis par les câbles sous-marins, que ce soit des câbles généralistes ou des câbles spécifiques. Meta, par exemple, pour compléter ce qu'a dit le DG à l'instant de ACE, le nouveau câble annoncé par Meta a une capacité proche de 1 pétabit aujourd'hui, et c'est un câble qui ne sera pas ouvert au grand public, c'est-à-dire, enfin au grand public, c'est-à-dire aux opérateurs. C'est un câble qui est uniquement pour leur usage interne. C'est uniquement pour relier leur centre de données. 1 pétabit par seconde, c'est 1000 téraoctets par seconde. Vous imaginez 1000 terabits par seconde, pardon. Ce sont des quantités d'informations qui sont tout à fait vertigineuses et qui ne sont possibles que par ce genre d'infrastructure. Donc nous autres, les opérateurs d'infrastructure, on est un petit peu les acteurs de l'ombre de tout ce monde-là. C'est vrai qu'on nous parle beaucoup ici de cloud et d'innovation, etc. C'est pas tant que ça à notre niveau que l'innovation s'invente. L'innovation, elle s'invente beaucoup plus par les partenaires du numérique, qui sont les mobile money, qui sont les partenaires donc informatiques, les vrais partenaires de la tech, c'est eux. Mais nous, les opérateurs d'infra, nous sommes à leur service. Et à travers les infrastructures, donc nous leur apportons les briques fondamentales qui vont permettre de rendre ces infrastructures abondantes, résilientes, avec la redondance dont vous parliez à l'instant, cher Didier. C'est des redondances qui peuvent être internationales par les câbles sous-marins, c'est-à-dire qu'on peut passer par exemple aujourd'hui du Congo au Gabon par une route terrestre entre Dolisie et Franceville et puis ensuite Libreville, mais ensuite à Libreville on peut aussi prendre un câble sous-marin et puis aller ailleurs. On peut revenir en Afrique du Sud, on peut repartir de l'Afrique du Sud vers le Congo sur un autre câble, et in fine on a de la redondance à la fin. On peut aussi faire la même chose avec les réseaux terrestres, c'est ce que nous faisons à Silicon Connect. Nous connectons par exemple aujourd'hui la RDC et la République du Congo avec plusieurs câbles que nous avons déployés entre 2022 et 2024. On est en train de faire la même chose avec la Centrafrique, avec le Cameroun et même l'enclave Cabindes. Donc aujourd'hui, tous ces projets terrestres visent à faire la même chose, c'est-à-dire qu'on veut déployer la fibre optique là où il n'y en a pas, et là où elle permet de renforcer la présence de l'infrastructure, là où il y en a besoin. Je vais prendre un exemple très simple. Ici, en République du Congo, il y a encore des départements dans lesquels il n'y a pas de fibre. Je vais citer la Likwala, la Lekumu ou la Cuvette Ouest. Les gens ici sauront que quand vous arrivez là-bas, loin au village, les qualités de télécommunication sont moins bonnes qu'à Brazzaville. Pourquoi? Parce que les opérateurs de téléphonie mobile qui possèdent un pylône, en réalité, ils ont des pylônes qui opèrent encore par satellite. Donc la fibre optique, même si ce n'est pas une innovation en soi, c'est quelque chose qui est bien connu depuis plusieurs décennies, permet d'apporter cette qualité et la diminution du coût dans ces zones-là, dans lesquelles il y a des populations et dans lesquelles il y a également des besoins. Et puis ce faisant, c'est aussi comme ça qu'on étend les routes de fibre optique vers les pays voisins, et c'est comme ça qu'on peut prendre une capacité sur un câble international qui arrive, comme ACE, et la transporter sur les réseaux terrestres vers d'autres routes terrestres. Et à la fin, on a par exemple des routes terrestres qui vont faire des projets d'est en ouest, par exemple depuis le Gabon, depuis le Congo ou depuis l'Angola, ou même le Cameroun, vers des endroits comme Djibouti ou Port-Soudan, en mer Rouge. Là-bas, vous avez 15 câbles sous-marins qui arrivent. Et bien, ces informations-là, on doit les transporter. À un moment donné, ça va quitter le Cameroun ou ça va quitter le Gabon, ça va passer par le Congo. Et puis, ça va repartir par la Centrafrique et puis plus loin vers le Soudan du Sud et puis vers l'Éthiopie par là. Donc,
C'est ce genre d'infrastructure, nous, qui nous tient à cœur de déployer. C'est ce qu'on appelle l'intégration sous-régionale. À notre niveau, c'est très très important et c'est ça qui rend possible l'innovation quelque part partout où la fibre optique va être déployée. Merci, Monsieur Gaëtan. Donc, si je dois vous résumer, vous êtes un acteur de l'ombre des autres infrastructures. Voilà. On peut le résumer comme ça. Voilà. Si je dois vous poser la deuxième question, les clouds est-il une opportunité pour élargir votre gamme de services au-delà de la simple connectivité? Alors oui, naturellement. Ce qu'on appelle le cloud, donc, ce sont les fameuses salles de données, les centres de données, les data centers en anglais. Ces data centers aujourd'hui, vous serez peut-être surpris de savoir qu'on en a pas mal au Congo. Il en existe. Ce n'est pas forcément des grands data centers neutres. Tout le monde pense automatiquement à des Google, des Facebook ou des Amazon. Mais vous avez par exemple un data center au ministère des Finances, vous en avez un à la Banque Besca, vous en avez un ici même à Brazzaville, à l'ARPCE, dans leur nouveau bâtiment, là où d'ailleurs est hébergé le centre d'échange de données Internet du Congo pour Brazzaville, le CGIX, est hébergé ici même à Brazzaville. Donc des data centers, il y en a. Vous avez également le nouveau data center national construit par les amis du projet Paten que je salue ici au passage, à Bakongo, qui est en cours de construction. Vous en aurez un à Oyo qui sera le backup de celui-ci. La RPCE a inauguré l'année dernière en grande cérémonie leur nouveau data center Tier 3+ à Pointe-Noire. Donc des data centers, il y en a. Après, c'est vrai que les data centers, on en revient à la connectivité, eh bien, il faut mettre des serveurs dedans pour que ça serve à quelque chose. Donc, il faut les remplir. Il faut mettre des machines. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça immobilise beaucoup de capitaux, ce qu'on appelle des CAPEX. Et puis ensuite, ces data centers, eh bien, ils coûtent beaucoup en climatisation, en énergie, donc en maintenance. Mais ils permettent d'avoir des données congolaises au Congo. Et ça, là, on est dans un sujet de souveraineté de l'information. Je discutais il y a quelques minutes avec monsieur le directeur général de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI en sigle, que je salue au passage, monsieur Oboulas. Il est certain que pour le Congo, avoir ces données au Congo représente aujourd'hui un véritable enjeu politique. C'est un enjeu de souveraineté de l'information. Donc c'est un enjeu qui permet aux institutions congolaises, par exemple, aux banques, aux organismes financiers, aux opérateurs de télécommunications, de se rassurer que les données des utilisateurs congolais restent ici en territoire national. Parce que si c'était hébergé à l'extérieur, ça poserait un problème de sécurité. On ne sait pas qui d'autre peut avoir accès à vos informations à partir du moment où elles ont quitté le pays. Alors que tant qu'elles sont ici, quelque part, eh bien, c'est contrôlé. Donc il y a ces enjeux-là qui rentrent également dans la discussion et dans la considération. Alors après, vous savez, le cloud, l'IA, les data centers, tout ça représente autant de métiers vraiment spécifiques. Aujourd'hui, vous avez des grandes sociétés d'IA qui sont bien connues. Vous avez les OpenAI, vous avez les Perplexity, vous avez Google avec son modèle Gemini et puis toute la branche DeepMind. En ce qui concerne les data centers, il existe des opérateurs. Raxio, Open Access Data Center, PAY, pour ne citer que les principaux. Ils ne sont pas présents ici en République du Congo, mais ils sont de l'autre côté à Kinshasa. Raxio et OADC notamment sont présents là-bas. Donc tout ça sont des opérateurs qui sont spécifiques dans ces métiers spécifiques-là. Nous, Silicon, nous ne sommes entre guillemets qu'un petit opérateur de transport national et nous n'avons pas la prétention de devenir opérateur de data center. C'est pas notre métier, on n'a pas les fonds pour ça. Et c'est un métier différent, même s'il y a une réelle synergie entre les data centers et les réseaux terrestres de fibre optique, et qu'ensuite ces data centers et ces réseaux terrestres de fibre optique permettent toute cette innovation, permettent l'hébergement du cloud ici au Congo, et permettent le développement de l'intelligence artificielle ici au Congo aussi. Saviez-vous que le CARIA, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, existe ici à Brazzaville? Ben, le CARIA va donc, dans sa mission, faire des recherches en intelligence artificielle, c'est pour ça qu'ils sont là, et
ben, ces gens-là, à un moment donné, vont avoir des serveurs, vont avoir besoin des data centers, vont avoir besoin de beaucoup de données d'entraînement pour leur modèle et pour faire leurs recherches. Il va à un moment donné falloir qu'eux trouvent des fournisseurs locaux de data centers. Voilà, donc en résumé, les clouds vous intéressent, mais vous êtes aussi penché vers les data centers, mais malheureusement, pour le moment, vous n'avez pas le moyen pour vous permettre de l'intégrer dans votre entreprise, c'est ça? C'est à peu près ça. Moi, je dirais pas malheureusement, parce qu'à un moment donné, il faut savoir quel est son métier. Nous, notre métier, c'est l'infrastructure des réseaux terrestres aujourd'hui, backbone. Donc nous, notre métier, c'est de construire et d'opérer les réseaux nationaux de fibre optique. Et ensuite, de donner ces réseaux en accès à MTN, de donner ces réseaux en accès à RTL et à Congo Télécom et à tous les autres opérateurs du pays, aux universités, aux bâtiments publics, aux administrations, pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Et ça, vraiment, c'est notre métier. Le jour où on aura un intérêt, on va dire, avéré dans les data centers, peut-être qu'on se lancera dans l'aventure, mais pour le moment, vous les pour le remplacez moment, avec quoi? pour le moment, c'est pas encore d'actualité, en tout cas pas chez nous. Dans combien d'années, vous pensez? Non. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à un moment, il faut savoir être spécialiste. On ne peut pas tout embrasser, qui embrasse trop mal les trains également. À un moment, il faut se spécialiser et les opérateurs sont spécialisés pour faciliter la. S'il n'y a pas de route, le data center va se retrouver isolé, l'utilisateur final ne va pas pouvoir utiliser son cloud. C'est ça en réalité. Donc, notre apport, c'est de construire, de bien établir ces liens entre l'utilisateur final et les espaces de cloud. C'est ça le positionnement donc des opérateurs. Où nous tirons notre intérêt, c'est que s'il y a plusieurs, ça va faire plusieurs routes, plusieurs demandes, et ça va augmenter la circulation. Et puisqu'on augmente la circulation, ça faut augmenter notre chiffre. Voilà notre intérêt, c'est d'encourager le développement de ces services pour que nous puissions derrière pour fournir plus de capacités et tirer plus d'argent, parce que bon, on fait quand même du business, c'est d'abord le chiffre. Voilà un peu l'idée ici. Mais rien n'empêche, quand je dis encourager, peut-être pas là alors, dans ce sens, si on peut vous rejoindre, faire des investissements directs, mais des investissements indirects. C'est-à-dire encourager, si on vient par exemple ici à Osiane, sponsoriser le développement de cette activité de salon, ne nous demandez pas aussi d'être les promoteurs de salon, mais si on encourage, parce que nous savons qu'on arrive ici, on va passer un message, les gens vont prendre connaissance de ce que nous faisons. C'est la même chose si on pousse les opérateurs à développer plus de sociétés de services, parce qu'in fine, nous savons qu'ils vont nécessairement avoir besoin de la capacité. C'est là où tout justement, je vous parlais du taux de la croissance importante en Afrique, parce qu'on a moins de services digitalisés. Donc, nous encourageons le développement des services, la digitalisation des services, mais ce n'est pas pour autant que nous allons devenir les gens qui digitalisent. Il y a cette petite nuance qu'il faut comprendre. Nous encourageons parce qu'in fine, nous allons tirer profit du développement des services, du développement des data centers avec des clouds, mais c'est d'autres opérateurs avec d'autres domaines de compétences qui vont donc pouvoir se développer et nous les encourageons. Et il est évident qu'ils seront aussi encouragés par nous si nous proposons des bonnes routes sur le terrain. Donc pour le moment, Silicon Connect travaille plus avec le cloud. Si je dois me résumer, vous travaillez plus avec les clouds. Silicon Connect aujourd'hui permet le développement du cloud de manière indirecte. Mais regardez, je vais vous illustrer le propos avec nous trois qui sommes là, d'accord ? Nous ici, dans notre schéma directeur pour l'intégration sous-régionale, nous allons étendre notre réseau national de fibre optique vers l'ouest et nous allons rentrer au Gabon par plusieurs nouvelles routes de fibre optique. De cette manière, le Congo et le Gabon et tous les opérateurs qui sont là, donc nous-mêmes, mais également Move, Gabon Télécom, et tous ceux qui existent aussi bien du côté gabonais que congolais, vont bénéficier d'une part de l'accès des câbles sous-marins gabonais aux opérateurs congolais, et vice-versa. Les opérateurs congolais vont pouvoir sortir par le Gabon. Et donc, vous voyez, il y a une symétrie qui est créée à partir du moment où on connecte les deux réseaux. Tout le monde y gagne. Donc moi, par exemple, ça va m'intéresser de discuter avec monsieur le directeur général de ACE
pour savoir dans quelle mesure est-ce que le consortium ACE qu'il représente ici pour la sous-région va vouloir rendre disponibles ses capacités, pas seulement au Gabon où son câble arrive, mais également dans les pays voisins. Et c'est là où nous, on rentre en jeu, parce que cette connectivité-là va être une connectivité terrestre. Et ça va nous permettre à terme de nous tourner vers MTN et Mobile Money et de leur dire aujourd'hui, on est capable de vous garantir une disponibilité, par exemple, de 4,9, c'est-à-dire 99,99% de disponibilité du service garantie. Et pourquoi on est capable de le garantir? Eh bien parce que votre route principale pourrait être sur ACE, votre route secondaire sur tout Africa, et on aura même une route tertiaire par WAX ou SAT3. Et tout ça va être possible grâce à la combinaison de toutes ces architectures de base pour au final donner un service très résilient à une entreprise qui souhaite faire justement le cloud, le data center et les services financiers que l'on est capable de construire au-dessus de ces couches d'infrastructures. D'accord. Et quel rôle attribuez-vous aux partenaires locaux dans l'amélioration de l'accès de l'Internet au débit? Ce que je disais, le rôle pour nous les opérateurs à donner aux partenaires, c'est de développer les services. C'est d'encourager le développement de la digitalisation. C'est numériser nos process. Parce que demain, c'est avec ça. Aujourd'hui, nous utilisons ces outils-là, mais peut-être pas au maximum de leur potentiel, contrairement aux autres. Parce qu'il y a très peu de services encore. Ce n'est pas notre quotidien qui se retrouve là, très peu en fait, pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a ces applications de mobile monnaie qu'on retrouve. Là, son périmètre, c'est un peu le Congo, peut-être les deux Congos, parce qu'il y a une très bonne connexion, mais rien n'empêche qu'il y a des bonnes connexions avec le Gabon, qu'ils puissent démarcher des clients au Gabon. Puisque ça se passe sur Internet, quelqu'un qui ouvre son compte comme il disait, avec sa puce ici, mais aujourd'hui, avec l'application, il n'a même pas besoin de puce. Il a son application sur l'espace, il est au Gabon, il gère son compte ici, il fait ses virements ici, mais la personne est au Gabon. Vous voyez, c'est ça que nous demandons, et puisqu'il développe plus ses services, ça va demander plus de capacité, et bien nous sommes là pour ouvrir ces capacités et ces meilleures qualités de service, et rassurez-vous, l'objectif pour un opérateur, c'est qu'on ne parle pas de lui, parce que quand on parle d'un opérateur, c'est qu'il est mauvais. Voilà. Quelle synergie voyez-vous entre les infrastructures continentales et les opérateurs locaux pour offrir des services numériques de qualité? Quelle synergie voyez-vous entre les infrastructures continentales et les opérateurs locaux pour offrir des services numériques haut débit? Voilà, c'est renforcer ça, hein. C'est ce que je suis en train de dire. Il a parlé, je le redis. L'objectif, c'est que tous ces opérateurs, on établisse des partenariats et des accords qui permettent d'interconnecter nos différentes infrastructures et permettent tout justement donc aux opérateurs locaux, vous les appelez les opérateurs locaux, mais je voudrais parler des acteurs à un niveau donc des producteurs de services. On parle de start-up, il faut qu'ils évoluent vers ces PME du numérique et qui dressent les problématiques de notre sous-région. Et c'est cette synergie entre les acteurs et chacun dans son domaine de compétences pour offrir la meilleure qualité de service. Et comme je disais tantôt, c'est ça, in fine, qui impacte l'utilisateur final. Ce n'est pas tant avoir l'ordinateur, tant parler de nos réseaux, de nos câbles, de nos débits. Mais comment ça change notre vie? Mais pour changer notre vie, c'est les services. C'est adresser nos problématiques. J'ai besoin de mon acte de naissance. Au lieu d'aller faire la queue, souffrir sous le soleil, trouver l'administration qui est fermée, je peux depuis chez moi remplir mon formulaire, faire ma requête. Le lendemain, l'opérateur a traité le problème et il m'a rendu le service. J'ai eu mon acte de naissance et je suis allé faire autre chose. Voilà ce que l'utilisateur final attend et c'est ça l'impact. Mais pour arriver à cela, il faut créer ces synergies entre l'ensemble des acteurs et que chacun se spécialise pour être le meilleur et avoir une meilleure qualité de service. Et c'est ce que l'utilisateur final cherche. Pour qu'aujourd'hui, je termine par là, il ne peut pas déployer son service. Ce n'est pas tant parce qu'il y a la concurrence, puisque c'est le grand marché. J'ai entendu quand quelqu'un parlait de la SLK ou de la CEMAC, c'est des marchés ouverts. Il peut démarcher les clients. Aujourd'hui, on utilise TikTok partout, mais personne n'est aux États-Unis ou en Chine. Mais ce sont des services chinois qui viennent nous impacter ici
et on les enrichit, vous ne savez pas. Ils ont les clients partout. C'est la même chose. C'est ça, c'est créer ces synergies et chacun dans son domaine de compétences pour dynamiser. Et je vous dis, on a le taux de croissance, il est important. Le gap de croissance, il est important en Afrique. C'est pourquoi tout le monde veut venir investir en Afrique parce que la croissance, c'est en Afrique, c'est pas ailleurs. Voilà, tout le monde veut venir investir en Afrique parce que la croissance pour le moment, c'est en Afrique. Merci pour votre intervention. On rentre sur Monsieur Christian Kageneri, CEO de Mobile Money Congo. La question est comment Mobile Money gère-t-il le défi de la cybersécurité sur les plateformes au grand public? Merci. Je pense que ce serait bien aussi que j'ajoute un peu sur ce que mes collègues ici ont parlé. Pour simplifier, hein, aujourd'hui, ma carte SIM est limitée par les régulateurs. On appelle ça MSA-SDN. C'est que lui me fait, et l'autre monsieur, c'est que je n'ai pas besoin, juste pour complémenter ce qu'il dit, par exemple TikTok ou Amazon, on a la plupart d'entre nous des comptes Amazon, c'est ce qu'on appelle over the top ou OTT. Ils n'ont pas besoin de carte SIM, c'est juste Internet. Pour avoir Internet, il faut avoir une base de données. C'est ça les clouds. Et puis connexion fibre, sous-marine, en terre ou même satellite. Donc, là où le monde va, là où l'Afrique va, en parlant de l'Afrique, d'ici là 2050, la population aura doublé. Les prédictions. On est à 1,6 milliard, on peut arriver à 2,4 ou 2,6. Le cashless, ou bien le taux de pénétration digitale, il est en dessous de 20%. La plupart des marchés, c'est 10%. Et je vais vraiment être direct et simple. C'est que des fois, on se complique la vie. On se complique la vie alors qu'il y a un manque en gagnant en termes de pénétration et de services. Et cela affecte la croissance de l'économie en général, parce que quand tu as une économie qui est trop dans les cash, ça diminue la croissance en termes de dépôts dans les comptes bancaires. Il y a trop de cash. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est l'éducation. On fait beaucoup d'éducation. La deuxième chose, c'est que comme on a des partenaires de services de cloud, de fibre, ça pose une opportunité de grandir, quitter vers les solutions USSD qui sont très vulnérables, qui n'ont pas de sécurité, et vers l'adoption des produits applications qui ont besoin de over the Internet, donc l'Internet et cloud. Il y a d'abord l'éducation, expliquer aux gens que la solution USSD, elle est bonne, mais il faut bien garder son PIN. Plus de 90% des fraudes qu'on a, ce sont ce qu'on appelle le social engineering. Il y a deux qualités. On appelle smishing ou vishing. Smishing, c'est SMS. On t'envoie un faux SMS. Ou vishing ou phishing, et on t'appelle phone call. Et c'est là que les gens se trompent, ils te donnent ton PIN et ça part. Avec les applications, tu as ce qu'on appelle les 2D factor, 3D factor. On te demande ce que tu as, ce que tu connais ou ce que tu peux partager. On appelle ça 2D, 3D factor. Mais c'est un long journey. Congo-Brazzaville pose une très bonne opportunité avec la fibre qui est presque dans beaucoup des lieux stratégiques, avec la connectivité 5G, et avec un taux de pénétration qui est au-dessus de 50 à 60% des smartphones. Donc, il faut vraiment, ça c'est un défi chez nous et tant d'autres opérateurs, de qu'on puisse créer des produits affordables pour que les gens puissent acheter. J'ai dit souvent qu'on soit capable d'acheter des petits téléphones, smartphones, comme on achète des bonbons sur la route. Il faut que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Et je pense que ça va résoudre le problème qu'on a de cybersécurité et de vol. Après, c'est que j'aime expliquer aux gens avec la digitalisation, c'est que comme on vit avec la saison de pluie, on vit avec les tonnerres, la digitalisation vient avec
En anglais, on appelle ça cyber threats. Ça vient avec beaucoup des menaces cyber. Il y a 2 ans, je lisais un rapport de Bank of America. Leur budget annuel, ils ont un CAPEX et OPEX de plus de 35% en termes de cyber security. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances et d'ignorance sur ces points où les gens pensent qu'ils peuvent éradiquer complètement les cybersecurity. Je ne pense même pas que l'Afrique a beaucoup d'attaques. Dans des grands marchés comme le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, parce que ce sont des grandes économies, ça pose un grand risque. Mais la plupart des marchés, vu le taux de digitalisation ou paiement numérique qui est encore en bas, il n'y a vraiment pas ce awareness ou bien ce souci de vouloir investir. Mais c'est un truc qui va venir d'ici là 10 ans, 20 ans ou pas 5 ans. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on fait des programmes de mobilisation, de vulgarisation, d'éducation sur radio, SMS, sur terrain. On fait des kermesses pour éduquer les gens. Mais je pense que c'est plus la migration du côté des technologies USSD vers un smartphone qui va résoudre ce problème. Merci. Merci, Monsieur Christian. Donc, la digitalisation vient avec beaucoup de menaces. Avant que nous puissions passer au moment de questions-réponses, si nos intervenants peuvent en 2 minutes nous parler des difficultés qu'ils rencontrent et les solutions que eux apportent. À tour des rôles, s'il vous plaît. Je commence? Ok. On n'a pas de difficultés, je pense. Je dis souvent... Des challenges? Le challenge qu'on a, c'est que le seul challenge ou les compétiteurs qu'on a, ce n'est pas Airtel Money, ce n'est pas n'importe qui, c'est le cash, c'est la mentalité. Le plus grand challenge qu'on a aujourd'hui, c'est l'acceptance, c'est le point d'acceptance, la maman Zandou ou les pousse-pousseurs qui soient capables d'accepter MomoPay. L'inclusion financière, d'aller prendre les points les plus reculés et qu'ils acceptent Momo. C'est ça mon défi. Pas la route là de centre-ville ou les quartiers Poto-Poto ou ailleurs, mais la personne la plus reculée, être capable de connaître MomoPay, ou les vendeurs ambulants, vous les voyez souvent entrer dans des restaurants, ils te vendent des produits magiques là, ou des anti-moustiques, qui soient capables d'accepter ce qu'on appelle les nano et micro-vendeurs. Ceux-là, qui n'ont pas de compte bancaire, qui soient capables d'accepter un paiement. Je suis très convaincu que le plus grand défi que l'Afrique a, c'est la digitalisation des PME, petites et moyennes entreprises. Tout le monde veut prendre les grosses compagnies, les compagnies pétrolières et tout consort, mais on oublie que l'économie, la croissance de l'économie en Afrique, c'est cette masse qui font des petites et moyennes entreprises qui contribuent à l'économie. Si on parvient à digitaliser leurs services et accepter le point de paiement le plus moins cher, je pense qu'on aura résolu un grand problème, pas seulement au Congo-Brazzaville, toute l'Afrique. Je pense que c'est ça le défi qu'on a. Merci. Ok, merci Monsieur Christian. Le plus grand défi de la digitalisation des PME, si aujourd'hui les gouvernements, l'État mettaient une main mise sur la digitalisation plutôt de petites et moyennes entreprises, je pense que ça sera une solution au développement technologique de l'Afrique. Voilà. Donc, si je peux passer à Monsieur Gaëtan, les challenges et les difficultés que vous apportez. L'infrastructure, ça coûte cher à construire. Demandez à EKRC combien ils dépensent pour rénover les centrales électriques, tirer les lignes haute tension à travers l'UPI, et encore combien de fois est-ce qu'on a l'électricité au quartier. Donc, on parle ici en milliards et en milliards, en dizaines de milliards, en centaines de milliards de francs CFA d'investissement. Et pour pouvoir réaliser quelque part les visions des chefs d'État, les fameux programmes du numérique, les programmes d'investissement dans l'infrastructure, à un moment donné, il faut des accompagnements. Nous, Silicon Connect, on apporte le savoir-faire, on apporte l'exploitation, mais les investissements doivent arriver à travers des aides, par exemple de bailleurs institutionnels ou du gouvernement lui-même, pour pouvoir mettre l'infrastructure publique, et j'insiste, publique, en place. Parce qu'une fois que les réseaux publics de fibre optique sont là,
Ils peuvent alors être utilisés par l'ensemble des acteurs de la chaîne du numérique et à des coûts très intéressants pour le consommateur final. Pourquoi votre Internet continue de coûter cher aujourd'hui? C'est parce que le transport de toutes les capacités internationales, depuis les câbles sous-marins, sur les réseaux terrestres, sur les réseaux des opérateurs de distribution, continue de leur coûter à eux assez cher. La régulation aussi est une part importante du coût. La RPCE, sponsor de ce salon, prélève des redevances à travers ses lois de finances et la loi du secteur des télécommunications. Ces redevances sont encore relativement importantes. Elles ne font certes que baisser d'année en année, mais comparées à des pays comme par exemple le Gabon, bon, le Congo a encore des progrès à faire en la matière, je dirais. Et donc pour qu'au final, tout cela soit possible à la ménagère dont parlait le directeur général de Momo à l'instant, eh bien il faut que ces services coûtent de moins en moins cher à tout le monde, à commencer par nous, les opérateurs de télécom, et ensuite tous ceux qui dépendent de nous pour offrir leurs services du coup à des coûts de plus en plus abordables. Voilà. Donc, l'infrastructure coûte énormément cher. Le gouvernement doit mettre une main mise sur ces secteurs afin que cela soit accessible à tous les publics. Je vais prendre l'exemple de la France. Moi, je suis français, même si ça fait 5 ans que je suis ici au Congo. En France, les anciens réseaux de cuivre où nous avions l'ADSL il y a plusieurs années sont en train d'être mis à l'abandon et puis ils vont être décommissionnés, donc enlevés à partir de 2030, peut-être même 2028, peu importe. Et la fibre optique a entièrement remplacé l'ADSL aujourd'hui, presque partout. Ce sont des réseaux publics régionaux de fibre optique, ce sont des entités donc régionales qui construisent elles-mêmes pour le bénéfice des opérateurs ce qu'on appelle la boucle locale. La boucle locale, c'est le réseau régional. C'est-à-dire que par exemple en Bretagne, en Aquitaine, en Vendée, dans le Puy-de-Dôme et dans plein de départements comme ça, vous avez une entité régionale qui finance elle-même la construction du réseau public de fibre optique. Ensuite, l'opérateur, Orange, Free et les autres, ils arrivent, ils exploitent ce réseau pour connecter le client final. Mais ils arrivent sur un réseau existant et ce réseau-là est public et c'est lui qui coûte des milliards à construire. Donc si nous pouvions avoir cette même... La vision, elle est là. La vision, elle est connue, elle est claire, elle est exprimée à travers les programmes politiques. Mais maintenant, il manque juste la partie quelque part financière pour accompagner les opérateurs d'infrastructures que nous sommes jusque dans la construction de ces infrastructures vers les nouveaux départements. Par exemple, je citais la Likwala tout à l'heure. Je vous remercie. Merci énormément pour votre apport, Monsieur Gaëtan. On passe à Monsieur Didier avant de passer à l'étape questions-réponses. Quels sont les challenges et les difficultés les challenges et les solutions que vous apportez? Alors, pour ACE Gabon, c'est de renforcer notre connectivité internationale. Nous avons aujourd'hui un ou deux câbles que nous gérons. Nous avons l'ambition de multiplier ce nombre-là pour avoir plusieurs câbles. Le deuxième point, c'est le financement, parce que tout ça, in fine, il faut financer. Ça coûte cher, il faut trouver l'argent, et c'est dire que l'argent, c'est pas que le financement public, il faut qu'on ait des facilités d'avoir aussi des financements dans le marché financier. Donc, c'est un problème de financement également pour soutenir ce développement. L'autre défi qu'on peut aussi relever, c'est le coût. Il faut qu'on arrive à avoir des coûts abordables d'interconnexion au niveau sous-régional. Ça, c'est important pour pouvoir faire bénéficier aux utilisateurs partout. Il faut qu'on ait des coûts compétitifs sur le marché. Et là, c'est encore un défi. Il faut qu'on arrive à le baisser parce qu'in fine, c'est le client final qui paye. Et donc, nous le voyons bien en amont. Lorsque les prix sont élevés, ben, les autres en aval ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, le défi du coût. Mais je reviens quand même sur les infrastructures. Le maillage terrestre est aussi important. Il faut vraiment qu'on puisse bien mailler nos territoires pour pouvoir adresser tous les utilisateurs, quel que soit le coin où ils se retrouvent. Comme on dit aujourd'hui, l'accès à Internet
est au même niveau que l'accès à l'eau et à l'électricité. Merci, Monsieur Didier. Le plus grand challenge que vous rencontrez est le financement. Nous allons passer à l'étape questions-réponses. Si il y a des gens qui veulent poser des questions, vous pouvez lever votre main et la protocole peut vous passer le micro. Et vous vous levez, s'il vous plaît, vous vous présentez et puis vous posez votre question. Merci beaucoup. Je m'appelle Karen Mayaka, je suis consultante en communication et j'aimerais d'abord remercier les panélistes, les experts, surtout les experts qui ont parlé des infrastructures de déplacement des fibres optiques. Vraiment, le contenu était vraiment très instructif et je suis vraiment agréablement surpris et j'ai appris beaucoup. Ma question se pose au niveau de la jeunesse et au niveau de la femme, puisque je suis moi-même une femme. Et ma question est celle de savoir quel est l'impact que vous avez sur le point de vue de la femme et de la jeunesse. Je m'explique. Vous parlez des infrastructures, vous parlez des câbles, et ces métiers en général n'intéressent pas les femmes. Alors je suis curieuse de savoir, par exemple, dans votre structure, dans votre compagnie, combien de femmes vous avez en back-end, vraiment des femmes qui travaillent vraiment comme ingénieurs et tout ça. Je suis curieuse de savoir tout cela. Et voilà, c'est ça ma question, mais merci beaucoup parce que c'était très instructif. Merci. Qui prend la parole? Je dois préciser que tout à l'heure, il y avait un panel Women in Tech, les femmes dans la tech. Donc, qui commence? Merci beaucoup, chère madame, pour votre excellente question. Alors, entre MTN, qui est une très grande entreprise, Silicon Connect, qui est une toute petite PME, nous employons quand même directement pas mal de monde. Et c'est vrai que dans le secteur des télécoms, ça représente quelques milliers d'emplois au total. Moi, je salue votre question parce qu'elle m'est chère à deux titres. D'abord pour la partie de la jeunesse et d'autre part pour la partie de la femme aussi, de l'équité. Il se trouve que chez Silicon Connect, on a une politique où on est quelque part agnostique. Si vous êtes un homme ou une femme, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la compétence que vous apportez. Et il se trouve que j'ai dans mon staff des éléments féminins qui sont tout à fait exceptionnels. D'autre part, on embauche énormément de jeunes. On embauche les gens généralement en stage alors qu'ils sont encore dans leur année de licence ou dans leur année de master, stage universitaire. À la suite de ce stage universitaire, ils peuvent alors faire un stage pré-emploi. Et à la suite, généralement, des stages pré-emploi, c'est un emploi qui est à la clé pour eux. Donc Silicon Connect, aujourd'hui, c'est une PME d'environ 40 personnes. Et je dois dire qu'on a peut-être une quinzaine de femmes, au moins. Donc on n'est pas tout à fait à la moitié, mais on n'est quand même pas trop mal par rapport à d'autres entreprises du secteur. Et vous serez peut-être surprise de savoir que ma chef du département achat, c'est une femme. Ma chef du département communication, c'est une femme. Ma dessinatrice principale, c'est une femme. Et je peux en citer d'autres comme ça. On avait à Pointe-Noire une de nos meilleures techniciennes, qui est une femme également, qui vient de repartir à l'université pour enseigner. Mais donc voilà, le fait d'être une femme n'est pas un obstacle au métier de la télécommunication, c'est finalement beaucoup plus l'intérêt que vous portez au domaine et qui va vous amener à frapper à l'une de nos portes. Et j'espère qu'on considérera votre candidature pour des opportunités. Je salue une de mes employées qui est ici au premier rang et qui est un témoin vivant de cette petite réponse. Bien, je veux simplement répondre que oui, à ce Gabon, nous avons beaucoup de femmes. Je crois que même peut-être plus de la moitié du personnel d'ACE est constitué du personnel féminin. Donc, on ne se pose pas la question de si on recrute une femme ou un homme. Ce qui importe, c'est la productivité, c'est que la personne apporte. La jeunesse, c'est la même chose. On ne peut pas s'en passer. Il faut penser à la régénération donc, des emplois. Ce que je peux dire ici, c'est beaucoup plus encourager les femmes à oser,
embrasser les métiers du numérique et ceux des câbles sous-marins. Et je ne pense pas qu'il y ait une sélection particulière pour dire non, vous êtes femme, on n'a pas besoin. Ce sont des métiers qui sont entièrement ouverts aux femmes. Ça, c'est ce que je peux dire sur cette question. La jeunesse, c'est évident, c'est la même chose. Nous encourageons cette politique et nous sommes disposés à faire cette politique d'encouragement des femmes à embrasser ces métiers du numérique. À vous, Monsieur Christian. Oui, MTN a une politique. C'est même parmi mes KPI. J'ai un taux de féminin que je dois recruter. Alors, j'ai beaucoup aimé la question, l'intervention. Je pense qu'il y a des programmes dans MTN et globalement dans les domaines STEM. Je ne sais pas, j'ai cherché comment ça s'appelle STEM en français. Sciences, technologies, engineering and mathematics. C'est un domaine où c'est même un programme pour les enfants. Ce que j'encourage, c'est qu'on a aussi un programme de stage et peut-être qu'un jour vous allez vous retrouver chez Momo. Je sais qu'il y a totalement une confusion entre MTN et Momo. On est une filiale, je le répète, mais on fait la même chose. On a des services de data center, on a des services de fibre, et nous, on est un service au-dessus de ces infrastructures. Et il y a une équipe technique de produits et services, des ingénieurs, des développeurs, et il y a tous les sexes. Je ne pense pas qu'on regarde les hommes ou les femmes, mais c'est vrai qu'on essaie un peu de motiver le sexe féminin pour qu'au-dessus de tous les tabous qu'on a, où on pense que c'est des trucs pour les hommes, pour les garçons, qu'il y ait cet encouragement dans ce sens. Bref, vous êtes la bienvenue. Il nous reste 7 minutes. On a encore des questions à poser. Vous pouvez lever la main. Vous levez, vous la posez. Bonjour à tous. Est-ce quelqu'un? Je m'appelle Ngombala Narbaïs. Je suis étudiant en économie. En fait, j'ai une remarque vis-à-vis de M. Christian. En tant que développeur web, j'ai essayé plusieurs fois d'intégrer l'API MomoPay, je crois bien l'API MomoPay, pour pouvoir permettre à mes clients de confirmer les achats en ligne, tout cela. Mais d'après ce que j'ai pu constater, la documentation est assez complexe. Je suis même entré dans le groupe WhatsApp du site MTN Momo où on vous redirige vis-à-vis de votre pays, le groupe WhatsApp MomoPay. Même les développeurs qui sont à l'intérieur se plaignent vraiment de la documentation. Et ceux qui ont essayé d'aller en profondeur en termes de l'intégration disent qu'au final, on te demande beaucoup de documents, que tu sois une entreprise, ce genre de choses. Comme je dis, ce n'est pas une question, c'est beaucoup plus une remarque. Je me demandais si c'était possible par la suite de pouvoir pallier à ce défaut en fait en termes de complexité du truc. Merci. Monsieur Christian, vous pouvez répondre s'il vous plaît. Venez me voir après cette session. On doit simplifier cette conversation. Il parle de Open API. Normalement, ça devrait être facile. Le seul problème qu'on a, c'est que des fois, la régulation demande une certaine conformité des documents, dépendant des services que vous faites. Mais si c'est un service d'agrégateur et autres, il y a des services que normalement, le test devrait prendre 2 jours et le déploiement le 3e jour. Et le contrat maximum 1 semaine. Là, je ne sais pas si le département légal m'écoute, mais ils vont me taper. Je demandais à ce qu'on réduise de 2-3 semaines à 1 semaine et que dans maximum 10 jours, quelconque personne qui veut utiliser notre Open API, donc pour collection et disbursement, soit capable de l'utiliser. Donc c'est mieux qu'on parle. Il y a toute une équipe. Je pense qu'il y a une grande équipe de MMC. Levez les mains, comme ça on vous voit. Voilà. Donc si moi, tu ne peux pas me voir, tire la chemise des hommes, pas des dames, dans la salle de tout MMC, je suis disponible. Bref, merci. Merci, Monsieur Christian Kageneri. Voilà, vous pouvez vous lever. Bonjour, Monsieur Christian. Je suis Kim Seit, gérant d'une agence conseil expertise. Alors, ma question est à 2 volets. La première, c'est sur notamment l'aspect API dont vous venez de soulever tout à l'heure. Alors, nous avons une solution dont nous avons lancé l'année passée,
Tout à l'heure, vous avez évoqué d'ailleurs l'importance que... Les microphones sont unidirectionnels. Il faut le pointer comme ça. D'accord. Alors, donc je disais tout à l'heure, vous avez d'ailleurs évoqué l'importance que Momo puisse faire partir du quotidien des consommateurs. Et nous avons lancé une solution l'année passée qui répondait à un besoin dans le domaine événementiel. Et nous avons rencontré un problème, par contre, dans l'interopérabilité entre le compte Disportment et le compte Collection. Le simple fait que le compte Disportment n'a pas la capacité de pouvoir, de manière instantanée, de pouvoir rediriger notamment les mouvements vers le compte Collection. C'est-à-dire que les deux comptes ne communiquent pas. Et le problème également, c'est la capacité de pouvoir, par exemple, aujourd'hui, on parle de e-commerce. Aujourd'hui, si aujourd'hui je mets en place une plateforme où je revends les produits d'une maman ou d'une personne sur ma plateforme, je n'ai pas la capacité de pouvoir aujourd'hui à l'instant T remettre de l'argent à la personne qui vend son produit sur ma plateforme parce qu'il n'y a pas simplement d'interopérabilité. Et aussi, un autre point, c'est le coût. On prélève 3,5% à l'achat, à l'entrée. Et à la sortie, si je sors par une banque de la place, c'est 1,5. Si je décide de sortir encore par Momo, je perds encore 3,5. Et est-ce que c'est des aspects que vous regardez en interne? C'est la question principale. L'autre, je pense qu'on pourra discuter en off. Merci. C'est une question pertinente, si vous me permettez. Je pense qu'il a mentionné mon nom, donc je réponds directement dans une minute. On a un problème d'intégration avec beaucoup de services bancaires. Si vous voulez, tout l'argent qu'on collecte sur les wallets mobiles sont assis dans des comptes bancaires. C'est comme ça que la régulation nous demande. Alors, on essaye d'automatiser ce qu'on appelle les transferts bancaires ou la liquidation quand tu veux faire une collection ou un disbursement. Dans notre marché, c'est real time ou en temps réel. 15 secondes, l'argent que tu as dans BGFI ou BCH, tu es capable de collecter ou de renvoyer, qui crée un effet que les comptes bancaires ne sont pas déduits en grande quantité. On prend des petits montants. Alors, on a fait une tournée. J'ai visité plus de 8 banques. J'ai continué à expliquer que le besoin d'automatisation des transferts bancaires entre un compte, soit un compte e-commerce avec le OpenAPI ou un compte wallet avec ton téléphone, doit être real-time. Comme ça, ils n'ont pas besoin de faire des replenishment des comptes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez vu les jours des salaires, les gens font la queue. Et les banques, ils perdent des dépôts. La deuxième question, je pose toujours la question, pourquoi on a le taux de retrait Congo-Brazzaville, c'est l'un des plus élevés, pour différentes raisons. Et ma question, pourquoi on a besoin de retirer? Pourquoi on a besoin du cash? La réponse, c'est qu'on n'a pas beaucoup de points de e-commerce, on n'a pas beaucoup de points de paiement. Plus on a de points de paiement, plus on n'aura plus besoin de retirer de l'argent, et cette conversation de 3.5 n'est plus un sujet. Donc les défis que j'ai moi, et que tu as aussi, si tu as une plateforme de e-commerce, comment on peut grandir les points de paiement dans ce pays à un prix affordable? Je suis d'accord avec toi, et ça devient un problème de volume, economies of scale, ou bien, c'est quoi le mot? Plus le volume grandit, plus on va réduire les prix. Mais aujourd'hui, on a un taux de pénétration sur l'informel qui est moins de 10%. On n'a que 22 000 à 29 000 marchands. Mais si tu me demandes, le Congo a plus de 500 000 marchands informels, si pas 1 million. Quand tout le monde, j'ai parlé de pousse-pousseurs, Maman Zandou, les marchands ambulants, ils sont plus de 500 000. Ça, je suis sûr. Pourquoi on ne fait pas une inclusion financière moins chère? Chaque fois que je vais à un endroit, je vois qu'ils ont un TPE, je leur demande pourquoi vous n'avez pas MomoPay. Ils me disent que MomoPay est cher. Je dis, est-ce que tu connais le TPE, tu payes combien? 3, 3.5. Le MomoPay, c'est 1, 1.5. Et des fois 0.5, dépendant du volume que tu as. Donc c'est plus une éducation et créer des points d'acceptance de paiement moins chers qui vont résoudre ce problème. Mais on peut parler. J'espère que vous êtes satisfait de la réponse. Il nous reste 2 minutes. J'ai besoin des questions spécifiques pour M. Gaëtan et Didier. Seulement M. Gaëtan et Didier. Pour M. Christian, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ça, en fait, qui avaient déjà préparé toute la nuit des questions pour le massacrer. Et je pense qu'à la fin, vous pouvez le rencontrer personnellement et avoir l'opportunité de le parler. Et peut-être aussi, il pourra vous remettre sa carte. Et donc, j'aimerais plus rester focus, comme il nous reste 2 minutes, sur messieurs Didier et Gaëtan. S'il n'y a pas de questions pour eux, on pourra clôturer cette séance. Si, on a? Oui. Okay. Bonjour. Merci pour l'exposé. Je suis monsieur Edou, banquier. J'ai juste 2 questions, en fait. Avec tout ce que vous venez... Une, s'il vous plaît. Bon, une question. Dans la CEMAC, nous avons à peu près 60 banques. Le constat est que la plupart de ces banques, pour s'interconnecter avec les agences qui se trouvent dans les autres pays, utilisent de préférence le satellite. Qu'est-ce qui explique cela avec tout ce que vous venez d'exposer? Est-ce qu'il y a un problème particulier? Est-ce que c'est plus cher, c'est moins cher? Voilà, merci. La question est pour M. Didier ou bien Gaëtan? M. Didier. Gaëtan? Je ne suis pas directement confronté, on va dire, à ces utilisateurs. C'est beaucoup plus mon collègue qui fait ces interconnexions entre les banques. Mais
Je suis là, je connais un peu le milieu. Je crois qu'il y a un problème d'accord et d'un petit protectionnisme qui ne dit pas beaucoup son nom, qui font que les opérateurs n'arrivent pas à construire les lignes. Et je crois que nous y travaillons, mais je préfère lui laisser la parole. Aujourd'hui, nous sommes capables d'interconnecter l'ensemble des agences, pratiquement de l'ensemble des banques du territoire national. Et d'ailleurs, à Brazzaville, on a plusieurs banques qui sont clientes chez nous. Donc, en ce qui me concerne, j'ai généralement pas d'obstacle à répondre positivement à ces, voilà, à ces demandes. Maintenant, entre les pays, c'est là où se pose la vraie question de l'intégration sous-régionale. Vous allez forcément à un moment donné parler ici à un opérateur congolais. Nous sommes un opérateur 100% congolais. On n'a pas de présence au Gabon, on n'a pas de présence au Cameroun. Quand par exemple, on va prendre l'exemple de la Banque centrale des États donc de l'Afrique centrale, la BEAC. Vous avez une agence à Pointe-Noire, une agence à Brazzaville, une agence à Oyo, une agence à Ouesso, et puis ensuite on part vers Yaoundé, Douala, etc. Le problème, c'est qu'à un moment donné, à la frontière, eh ben, on n'est plus au Congo, on arrive au Cameroun. Puis au Cameroun, ben, vous avez un autre opérateur. Vous avez par exemple l'opérateur historique Camtel qui est là, et qui n'aura ni la même qualité de service, ni les mêmes prix que nous, et ni les mêmes garanties, et juridiquement, ce sont des opérateurs différents. Donc la BEAC va devoir maintenant s'adresser à des opérateurs différents. Un pour le Congo, un pour le Cameroun, et puis un pour le Gabon, et puis un pour la Guinée équatoriale, et puis un pour le Tchad, et puis un pour la Centrafrique, par exemple. Vous voyez, on n'a pas au niveau encore de la zone CEMAC ou de la CEAC d'intégration qui permet facilement de pouvoir faire du business comme ça dans les autres pays en tant qu'opérateur de télécommunications. Ça va venir, je pense que la ZLECAF va être un des mécanismes qui va arriver d'ici la fin de la décennie, qui devrait normalement permettre cette ouverture de marché. Il existe également une autre réponse, c'est la réponse réglementaire. Sachez que l'ensemble des opérateurs, pardon, l'ensemble des régulateurs africains des télécommunications, ou en tout cas beaucoup d'entre eux font partie de l'ARTAC, qui est une association donc des régulateurs de télécommunications africains. Vous avez également Fratel, qui sont les opérateurs de régulation francophones, qui ont des réunions régulières, dont une qui a lieu la semaine prochaine à Abidjan, par exemple, auxquelles nous allons être représentés et participer. Et donc ces questions sont régulièrement en fait posées sur la table. Donc c'est principalement en fait des obstacles d'ordre juridique aujourd'hui. Au niveau business, il n'y a pas d'obstacle, et au niveau technique, aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacle non plus. Donc, je pense que vous êtes satisfait. Pour les autres personnes, vous avez des questions, vous pouvez voir les intervenants juste à la fin. Et je sais qu'ils pourront vous répondre et certainement vous remettre leurs coordonnées. En résumé, cette session a mis en lumière la manière dont les opérateurs télécoms en Afrique centrale intègrent la technologie telle que l'intelligence artificielle, les clouds, pour transformer les modèles économiques et offrir des nouveaux services à leurs clients. Les échanges ont permis de comprendre les stratégies adoptées, les défis rencontrés et les opportunités saisies par les différents acteurs du secteur. Je tiens donc à remercier Monsieur Gaëtan Soltes, j'espère que j'ai bien épilé votre nom, qui est directeur général de Silicon Connect, Monsieur Cyriac Didier Kouman, qui est directeur général de AC Gabon, et puis j'ai Monsieur Christian Kageneri, qui est CEO de Momo Congo. Je tiens à vous remercier d'avoir pris part à ce moment de partage. Leurs perspectives ont enrichi notre compréhension du dynamique actuel et futur du secteur de télécommunications dans notre région. S'il faudrait que je résume ces panels avec un adage plutôt, la technologie est un outil puissant, mais ce sont nos valeurs humaines qui en déterminent l'usage. Tim Cook. Je vous dis et je vous remercie. C'était Linda Kabombo, CEO du magazine Ici et Ailleurs. Merci. La photo de famille, s'il vous plaît.